Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. J'ai vu que tu es venu avec ta chemise NASA pour représenter. Exactement. Donc du coup, comme je l'ai dit, tu es ingénieur aérospatial. Ça vient d'où? Comment ça t'est venu l'idée de faire ça? Et comment est-ce que tu as décidé surtout de te lancer dans l'aventure? Alors moi, j'ai voulu me lancer dans le spatial, parce que ça arrivait depuis petit, donc depuis la primaire. C'est une chance, je pense, d'avoir une passion assez jeune. On avait fait une sortie scolaire, on était parti observer les étoiles. Moi je suis originaire de Seine-Saint-Denis, donc on a dû s'éloigner un peu pour éviter un peu tout ce qui est pollution lumineuse. Et c'est ce qui m'a aidé vraiment à voir un ciel assez fou. Donc quand on a observé la première fois Jupiter, ça m'a complètement... j'étais complètement fou, quoi. Et je me suis dit qu'un jour, j'ai envie de travailler dans le spatial. Et plus précisément à la NASA, quand j'ai regardé plein de documentaires sur le programme Apollo, la navette spatiale, ou encore le télescope spatial Hubble, plein de choses qui me passionnent encore aujourd'hui et qui m'ont donné envie d'un jour travailler à la NASA. Et comment tu t'es autorisé à rêver? Parce que quand on a grandi en Seine-Saint-Denis, j'ai grandi aussi en Seine-Saint-Denis, il y a certaines possibilités qui paraissent inaccessibles. Comment toi tu t'es dit, ça a l'air inaccessible, mais je vais quand même le faire, je vais quand même le tester? C'est vrai que quand on grandit en Seine-Saint-Denis, on n'a pas forcément accès à toutes les informations tout le temps aussi facilement. Aussi, on n'a pas forcément aussi de modèles proches sur qui nous fier. Moi, par exemple, je suis le premier ingénieur de ma famille. Mais à côté de ça, en fait, j'avais cette passion qui, du coup, m'a autorisé à rêver parce que je me suis dit que si d'autres l'ont fait, je peux le faire aussi. C'est pas inatteignable. Et si vraiment... En fait, j'ai tout misé sur mes capacités. Et donc, en fait, je me souviens de mes parents qui me disaient au final, mon fils, on n'a pas forcément beaucoup d'argent, donc on a l'école par contre. Ce qu'on a, c'est l'école. Et donc l'école, ça peut me permettre d'ouvrir des portes. Et c'est ce qui m'a aidé à ouvrir des portes qui peuvent parfois paraître fermées. Mais c'est un message aussi que je veux transmettre à plein de jeunes qui sont issus de banlieue, mais pas forcément que de banlieue, qu'il ne faut pas s'auto-limiter. Il ne faut pas se dire avant même d'avoir essayé que ça ne va pas être possible ou que c'est trop haut pour nous. Parce que je pense personnellement qu'il n'y a aucun rêve qui est trop grand. Et moi, c'est cette façon de penser qui m'a permis d'y arriver là aujourd'hui et d'avoir la chance de commencer ma carrière aux États-Unis. Moi, je t'ai découvert dans les médias. Tu as fait pas mal de médias ces dernières années. Et du coup, j'ai vu que tu voulais transmettre justement ce message. Concrètement, comment tu t'y prends pour transmettre ce message aux plus jeunes générations? Alors, je dirais que ma manière à moi d'entreprendre, c'est de passer dans les collèges, les lycées, les écoles primaires et parler aux jeunes. J'ai fait beaucoup d'établissements scolaires là, ces derniers mois, ces dernières années, parce que avoir quelqu'un qui vient en personne transmettre et qui vient en personne dire je suis comme vous, je suis pas mieux que vous, je suis comme vous et j'ai réussi à faire ça, donc vous pouvez le faire aussi. Je pense que c'est important et c'est ce que moi j'ai pas eu. Et donc j'ai envie que ces personnes-là, que ces jeunes, ils puissent continuer, enfin ils puissent se permettre de rêver. Et donc, moi j'entreprends en faisant ça, en fait, en passant dans les lycées, les collèges. J'étais à Rouen la dernière fois, je vais aller dans les quartiers nord de Marseille prochainement. Et j'ai envie d'aller dans des endroits où on pense que tout paraît un peu inatteignable. Mais c'est pour leur dire que ne vous mettez pas de barrière, quoi. C'est hyper important. Il y a des témoignages qui t'ont marqué quand tu es passé dans ces collèges, lycées Alors, il y en a quand même beaucoup. Après, la plupart du temps, c'est des jeunes qui, du coup, ont tendance à vraiment se dire que c'est trop compliqué. En fait, c'est aussi pour leur dire qu'il n'y a pas seulement le foot ou le rap. C'est très bien, mais il y a aussi autre chose. On peut aussi faire autre chose. Donc voilà, je vise un public aussi qui est quand même assez visé. Mais en l'occurrence, le message est universel. Et oui, en fait, la plupart, c'est des jeunes qui se disent que voilà, c'est quelque chose de trop inatteignable. Donc c'est vraiment ce message-là que je veux faire passer, quoi. Du coup, tu es passé de la Seine-Saint-Denis, d'un DUT à la NASA. C'est quoi les prochaines étapes pour toi? Alors, c'est une très bonne question. Alors, moi, j'ai pour objectif sur le moyen long terme de tenter ma chance pour devenir astronaute. Et je dirais que sur le court terme, ce serait de faire un doctorat. Donc, ce serait démarrer un doctorat soit aux États-Unis, soit en Europe. Pour du coup devenir docteur et faire de la recherche, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus au final dans le domaine spatial, c'est vraiment faire de la recherche, aller dans les détails de tout ce qui consiste dans la physique des lanceurs ou des satellites. Et donc ce serait sur le court terme faire un doctorat et après pourquoi pas devenir astronaute. Alors tu fais aussi partie d'un projet qui s'appelle Sanctuary for the Moon. Du coup je vais appeler Benoît à nous rejoindre sur scène.
Salut. Salut Mamad. Ça va? Ouais, très bien, et toi? Super. Alors du coup, on parlait de Sanctuary for the Moon. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est? Alors, Sanctuary on the Moon, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre d'une mission Artemis, donc le retour sur la Lune par la NASA. Et c'est l'envoi d'une capsule temporelle qui a un concept beaucoup plus anglo-saxon qu'européen. Et ce qu'on a voulu faire avec des ingénieurs, des chercheurs, mais aussi des artistes, c'est concevoir de la création originale pour nos descendants dans un très 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 lointain futur. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'environnement lunaire, c'est un environnement qui est extrêmement stable et que le matériel déposé à sa surface, ou même par exemple dans le programme Apollo, les empreintes de pas d'Aldrin, d'Armstrong et des 10 autres astronautes qui ont foulé le sol de la Lune, eh bien tout ça restera en l'état pendant des dizaines de millions d'années. Et fort de cette constatation, un jour, parce qu'il faut toujours commencer un jour, en ouvrant un livre dans ma bibliothèque, c'est un livre écrit par Sagan, qui était l'astrophysicien qui avait conçu le Golden Record, qui était envoyé sur les sondes Voyager donc en 77, ça ferait bientôt 50 ans. Pale Blue Dot. Pale Blue Dot et Murmurs of Earth, qui raconte la jeunesse du disque à une potentielle destinée à une potentielle intelligence extraterrestre, et savoir comment est-ce que sur un disque vinyle ils avaient sélectionné des musiques, des images, des sons, des messages de bienvenue dans 55 langues. Je trouvais les contenus fascinants, et plus encore parce que comme Alan, je suis ingénieur mais j'étais aussi journaliste. Sanctuary on the Moon, c'est né aussi d'une frustration, et cette frustration, c'est de pas avoir vu cette histoire racontée en film, en images, en concert et en plein de choses. Donc je me suis dit, et si on faisait un autre projet qui parlerait non pas une potentielle intelligence extraterrestre, mais de descendance dans un très lointain futur, qu'est-ce qu'on y mettrait? Comment est-ce qu'on raconterait l'histoire? En images, en mots, en concert, en exposition, etc. Et pourquoi du coup tu as décidé d'y associer Alan? Parce que ça me semblait que, notamment pour ce qu'on appelle le public outreach, communication avec le grand public, en plus déjà on partage la même passion, la passion d'exploration spatiale. Ouais. Je pense qu'on pourrait faire une sorte de quiz sur l'exploration spatiale. Ouais. Je sais pas qui gagnerait parce que je pense en connaître un paquet. Et Alan, je parle de geek. C'est un geek qui parle à un autre geek. Ouais. Premier astronaute dans la Lune. Premier astronaute sur la Lune, Neil Armstrong. Ouais, c'est facile. Hein. Non, après, ce projet-là, en fait, il rentre dans le cadre du programme Artemis de la NASA. C'est un programme qui vise à retourner sur la Lune, une première depuis plus de 50 ans. Et donc, c'est hyper intéressant parce que, en fait, quand on pense à nous, Homo sapiens, on est ici depuis environ plus de 30 000 ans. Mais là, on va laisser une trace sur la Lune qui va rester une durée limite indéterminée. Et donc, c'est hyper important, je pense, de profiter de ce cadre-là de retour lunaire pour avoir des projets comme celui-ci. Et c'est aussi pour ça que moi, je suis vraiment intéressé j'étais vraiment intéressé pour participer à ce projet-là et que c'est avec grand plaisir que je vais prendre part à ce projet, quoi. Écoute, merci beaucoup Alan. Merci Benoît, merci Matt. On va rester avec Benoît. Merci. Alors Benoît, du coup, déjà tu as ramené un disque avec toi. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Justement, donc, je te parlais il y a 50 ans, c'était une sorte de disque vinyle, une matrice de disque vinyle, un 33 tours qui avait été accolé sur les sondes Voyager, et je me suis dit, l'idée c'est pas de faire mieux que ce qui a été fait il y a 50 ans, c'était de faire différemment. Et justement, on a trouvé une technologie qui est développée au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique à Grenoble, où sur des disques en saphir qu'on peut voir ici, on peut y mettre non pas des bits de données, non pas donc du numérique, mais des informations analogiques. Donc là, on voit des images qui se dessinent, et tous les contenus ont été conçus avec des chercheurs, avec des graphistes. Et on a fait de la pure création originale, qui sera étalée sur 24 disques de saphir. Pour donner une idée au public des capacités du disque, on a entre 3,4 et 7 milliards de pixels. C'est extrêmement conséquent par disque. Et si on devait agrandir ces disques à des résolutions photo en print, on aurait des disques de 10 mètres de diamètre. Et qu'est-ce qui t'a convaincu dans le fait de dire que c'était possible de mener ce projet justement sur la Lune? Tout d'abord, c'est l'intérêt de différents chercheurs que j'ai commencé par approcher et qui disaient justement l'exploration spatiale, c'est aussi un formidable vecteur pour faire connaître des problématiques comme les sciences liées à la biologie, aux sciences de la matière, mais aussi faire connaître par exemple l'astrophysique.
Qu'est-ce qu'on va y emmener dans Sanctuary? Je me suis dit aussi qu'on allait emmener des génomes. Ce qui est fabuleux avec Sanctuary, c'est qu'on va y emmener 2 génomes, un homme et une femme, qui ont été tirés en double aveugle, c'est-à-dire que c'est des génomes qui sont anonymisés. Donc, un homme et une femme, donc notre recette biologique qui va vivre pour toujours sur la surface de la Lune. Et comment justement tu as fait pour construire Sanctuary for the Moon? Enfin, comment aujourd'hui ça se construit, comment ça se matérialise? Alors il a fallu commencer avec justement des partenariats institutionnels. Donc je suis allé voir l'INRIA, le CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dont j'ai déjà parlé. Je suis allé voir un centre de génomique à Vancouver pour justement la sélection de ces 2 génomes. Je suis allé voir aussi, il y a l'INRIA, le CNES, donc qui est la sorte de la NASA française, et fort de ces premières institutions qui ont voulu participer au projet, je me suis ensuite rendu à l'UNESCO parce qu'on va y aussi intégrer le patrimoine mondial de l'humanité sur différents disques. Et ensuite donc la NASA, donc on a fourni un dossier assez conséquent qui fait que on va être intégré sur une prochaine mission Artemis. Il y a une grosse annonce qui va être faite en décembre avec une date d'envoi qui s'approcherait de 2029. Je ne peux pas en dire plus. Et laisser une trace sur la Lune, c'est assez lourd de responsabilité. Tu as dit que justement, il y avait plusieurs partenaires qui faisaient partie justement du projet. Comment vous allez faire pour justement dealer avec ces partenaires ou avec tous les enjeux de soft power qu'on peut avoir pour une telle mission? Alors c'est un projet qui est certes coûteux. On a voulu, déjà avec la force de ces partenaires que j'ai déjà préalablement cités, donc des institutions, des organisations françaises, internationales, américaines, asseoir une sorte de légitimité au projet. Et Sanctuary, ça s'articule autour d'un triptyque, donc une œuvre en 3 parties, avec ce que l'on est, donc une paire de génomes, ce que l'on sait avec une sélection scientifique, mais aussi ce que l'on fait avec de l'art. Et sur cette dernière partie, on est en approche, et là je ne peux pas trop en dire tout de suite, mais on pourra mettre par exemple de la musique. On a trouvé un moyen d'encoder entre 6 et 8 heures d'audio sur un disque. Il y aura une curation artistique qui s'étalera du paléolithique, de l'art du paléolithique, jusqu'à l'art contemporain couvrant les 5 continents. Et donc tout ça, c'est des partenariats qu'on va faire, semi-publics, semi-privés, avec différentes institutions et sociétés privées. Si on y réfléchit, c'est assez fou de se dire qu'on veut laisser une trace sur la Lune. Comment t'imagines ça dans, je sais pas, des millions, milliards d'années? Enfin, c'est quoi dans tes rêves les plus fous? Qu'est-ce qui se passerait? Je pense que déjà il faut resituer tout ça. C'est se dire qu'il y a 2000 ans c'était l'apparition du christianisme, il y a 5000 ans c'était les pyramides d'Égypte qui étaient érigées en Égypte. Il y a 34 000 ans c'était la grotte Chauvet avec les peintures rupestres. Et il y a 3,2 millions d'années, c'était Lucie l'Australopithèque qui s'élevait dans les plaines d'Afrique. Et donc, quand on parle de dizaines de millions d'années, de préservation sur la Lune, c'est des échelles de temps qui nous sont complètement étrangères. Et pourtant, je pense que les découvreurs, s'il y a des découvreurs, ils conserveront cette curiosité de se dire mais qu'est-ce qu'ils ont pu bien y mettre dessus. Mais plus que ça, parce que c'est la création d'une capsule temporelle, mais à côté de ça, ça a aussi tout un écosystème culturel qu'on est en train de développer avec des musées, avec des studios de jeux vidéo, et donc avec une exploitation des contenus qui sera aussi faite sur Terre aujourd'hui. Et donc, dernière question. Le thème de cette édition, c'est la vérité. C'est quoi ta vision de la vérité? En fait, par exemple, pour Sanctuary, je me suis dit, pour parler à des institutions comme le CNES, l'INRIA, le CEA, ou même la NASA, on ne pouvait pas les approcher en leur disant on a envie d'envoyer de l'art dans l'espace, on a envie d'envoyer de la création originale, parce que c'est super cool de le faire. Il fallait commencer par une sorte d'abécédaire, une sorte de pierre de Rosette qui est commune à tout le monde. Et qu'est-ce qui est commun à tout le monde? En fait, c'est la science. C'est 1 + 1, ça fait 2. C'est ton génome qui n'est différent du mien que de l'ordre de 0,1%. Et donc, c'est à partir de cette science qu'on passe du rationnel à l'irrationnel. On passe donc d'une espèce de vérité, et ensuite à une vérité qui
qui seront propres à chacun et qui vont émouvoir les différentes personnes. Écoute, merci beaucoup Benoît. Merci.